Bienvenue au programme de la technique présenté par Wolfgang Rudolph. Je vous souhaite la bienvenue. Je vais vous parler aujourd'hui d'un sujet dont on ne devrait pas avoir à parler, tellement il est banal. Mais vous me connaissez, je vais le compliquer un peu. Source d'alimentation. Si je parle d'une source d'alimentation, beaucoup d'entre vous me diront « Je sais ce que c'est et j'en ai chez moi pour les portables, les tablettes, etc. » Mais s'agit-il d'une source d'alimentation ou d'un adaptateur réseau? Il faut les différencier. Une source d'alimentation est un appareil comme peut l'être une radio. Il a un adaptateur réseau puisqu'il transforme la tension du réseau électrique en tension requise pour alimenter l'appareil. C'est vrai, une source d'alimentation n'est pas une radio, mais c'est un appareil autonome. Bon, et ce que nous utilisons pour nos appareils, comme les téléphones portables, ressemblait avant à cela, quelque chose de grand et massif. Au fil du temps, elles sont devenues plus petites et plus légères. Voici leur taille actuelle. Je vais vous montrer maintenant leur intérieur. J'en ai ouvert une et nous pouvons voir son intérieur. Celle-là est pour une tension de 5 volts. Nous avons ici l'alimentation via USB. Nous avons ici une inductance et des condensateurs et d'autres choses. Il y a aussi une séparation de réseaux, même si je ne crois pas que cela nous apporte grand chose de le montrer. Nous voyons ici une interruption des conducteurs. Nous avons ici la partie primaire et là la secondaire. Ici, j'ai la protection anti-contact. Même si je touche ici, je ne serai pas en contact avec la tension de réseau, alors que là, c'est différent. Ce que je viens de dire n'est que l'introduction. Nous savons pourquoi nous en avons besoin, nous l'avons dit, mais nous avons de nombreux autres appareils avec nous qui ont besoin de courant. Dans ce cas, nous prenons une batterie. Celle-ci est de 3 cellules, où nous fabriquons notre propre batterie composée de plusieurs piles. C'est une bonne chose, mais il faut tenir compte du fait que plus le stockage d'énergie, ou plutôt ces cellules se vident, plus la tension de la batterie diminue. Car ce n'est pas un accumulateur. Dans ce sens, ce n'est pas un stockage puisque nous recevons directement l'énergie par ces connexions. Elles sont ainsi de plus en plus petites. Mais si nous nous trouvons dans un laboratoire et que nous souhaitons mesurer une tension ou un courant constant de n'importe quel appareil, parce que nous sommes en train de réparer un appareil ou que nous mettons au point un appareil ou autre, nous avons alors besoin d'un appareil qui prenne 230 ou 240 volts de tension et les transforme en la tension dont nous avons besoin et la maintienne stable, même si la charge change. Peut-être connaissez-vous déjà le changement de charge. Autrefois, dans les maisons où les lignes de courant n'étaient pas stables, lorsque vous allumiez la cuisinière électrique, alors la lumière de l'ampoule s'atténuait. C'est évident, plus la charge est grande, plus la chute de tension dans le câble est grande et la tension finale est plus basse. Cela ne doit pas arriver dans un laboratoire. Ma tension doit obligatoirement rester stable même si des changements de charge se produisent. Mais comment y parvenir? Regardez ça. J'ai apporté quelque chose de très ancien, un transformateur avec plusieurs bobines secondaires pour différentes sorties de tension. Est-ce qu'il faut quelque chose? Eh bien, vous pouvez peut-être l'imaginer en observant les engrenages. Il y a une petite roue dentée et une grande. Si vous tournez la grande tourne plus doucement. La petite a besoin de plus de tours pour que la grande fasse un tour complet. C'est le rapport de transmission. C'est la même chose que fait aussi un transformateur. Il transforme 230 volts au moyen d'un enroulement primaire et d'un secondaire et une tension plus basse située dans l'enroulement secondaire que je veux obtenir et que le fabricant du transformateur a intégré. Cette petite pièce est très lourde. Je ne pourrai pas vous dire combien elle pèse, et si nous l'observons, nous constatons que ceci est le noyau en fer. Cette pièce est nécessaire pour ainsi dire, pour maintenir le champ magnétique, c'est-à-dire pour que ce champ ne soit pas perdu.
Il s'agit de transférer avec très peu de pertes l'énergie de l'enroulement primaire à l'enroulement secondaire. Il est laminé, c'est-à-dire il a beaucoup de plaques fines pour que les pertes soient minimes. C'est comme ça que tout commence. Peut-être vous en souvenez, il y a très longtemps, on utilisait les transformateurs sonnettes. Ils s'appelaient comme ça parce qu'ils étaient dans ou à côté du compteur de courant. 220 volts y entraient et je crois que 3, 5, 8 ou 5, 8 et 12 volts en sortaient. Le bouton de la sonnette était connecté en série pour que, lorsque quelqu'un sonnait à la porte d'entrée, quelque chose de moderne à l'époque, la sonnette s'entendait dans la maison. Ils n'étaient pas fiables et ils ne respectaient pas les normes actuelles. Ils étaient fabriqués comme ça et ils permettaient un montage sur réglette. Nous les avons beaucoup utilisés dans le temps. Mais il ne s'agissait que de tension alternative. Cependant, pour la plupart de nos appareils, nous avons besoin de tension continue. Il faut la rectifier. On utilisait à l'époque un rétréceur au sélénium comme celui-ci. Qu'est-ce qu'il y a écrit ici? V30, C1000. V30 pour 30 volts et 1 ampère. Par la suite, ce genre de dessin est apparu. Puis ce furent les pièces fondues. Ils pouvaient faire mieux, jusqu'à 40 volts. Et qu'est-ce qui est indiqué ici? 3700. Oui, 3700 et son refroidissement 2700. Il y a aussi des pièces plus petites et des plus petites encore. Nous convertissons alors la tension alternative en tension continue. Un grand progrès. Mais cette tension continue était une tension alternative pulsée. En fait, la courbe positive et négative ne faisait que s'incliner et on obtenait une tension alternative avec une double fréquence. Et si par exemple on le connectait à quelque chose comme un haut-parleur, il faisait un bruit. Imaginez que vous souhaitez réparer un amplificateur et que vous avez une source d'alimentation et il fait un bruit de sortie de tension, alors vous ne pouvez pas vérifier s'il fonctionne correctement ou pas. Dans ce cas, vous avez besoin de quelque chose comme ça. Ce sont des condensateurs électrolytiques. Ils s'utilisent pour des tensions basses avec une grande capacité. Ils existent aussi dans des tailles plus petites, comme celle-ci par exemple. Ceci, imaginez que vous avez une pompe manuelle, une pompe à eau et que chaque fois que vous pompez, un jet d'eau sort. Dans ce seau, avec un trou au fond, pompez maintenant et l'eau sort par le trou de façon continue. C'est ce que fait le condensateur. Il se charge et fournit cette charge. La tension continue pulsée et alors lissée. Elle ne fait plus de grands sautes, mais seulement des petites sautes. Ce n'est généralement pas suffisant, c'est pourquoi il faudrait la corriger. À partir de ces tensions instables, on obtient une tension régulée au moyen d'un diviseur de tension qui va à 1, 2 ou 3 transistors et qui corrige cela. Nous allons ainsi dans la bonne direction. Cela ressemble à cela. J'ai apporté un ancien transistor, un cheval de bataille, un 3255. Or, celui-ci a besoin d'un dissipateur, car la puissance qu'il absorbe, il a besoin de recevoir une plus grande tension pour stabiliser une plus petite. Cette puissance doit aller quelque part, et celle-ci est diffusée sous forme de chaleur au moyen du dissipateur. Tout cela semble très compliqué. Pendant des années, tout cela a été amélioré. J'ai apporté ma propre création. Autrefois, nous fabriquions nous-mêmes ces choses. Vous pouvez voir ici un transformateur en fonte. Ici, vous voyez un rétréceur. Ici, le condensateur. Et nous avons ici 2 régulateurs de tension fixe. Ce sont des circuits de commutation qui intègrent des transistors et des diodes qui font en sorte que la sortie reste la même lorsque la charge change. Celui qui avait quelque chose comme ça était un roi. Par la suite, ces choses pouvaient être achetées avec un régulateur pour différentes tensions. Cela fut presque la fin de l'histoire. Il fallait dissiper beaucoup de chaleur parce que lorsque l'on souhaite stabiliser et que l'on prend peu de puissance de la source d'alimentation, il est alors nécessaire de brûler l'autre puissance, c'est-à-dire une puissance artificielle qui vient du transformateur.
Vous ne pouvez pas dire « maintenant je n'envoie moins ». Ce que je consomme vraiment au moins pour mon appareil avec lequel je mesure et je répare, je dois le consommer théoriquement avec une puissance artificielle pour qu'il reste stable. Cela fonctionne parfaitement aujourd'hui. Ce que pendant des années nous avons construit, vérifié avec plus ou moins de succès avec des bruits, des ondulations, de la tension continue, tout cela fonctionne presque à la perfection. Il existe aujourd'hui de nombreux appareils, aussi bien pour les amateurs que pour le secteur professionnel. Nous en trouverons ici beaucoup plus, puisque ce secteur requiert une grande précision et une grande constante de tension. J'ai analysé certains appareils. Bonjour. J'ai analysé le PCE LPS 1305 de la marque PCE, une source d'alimentation plus que suffisante pour le travail en laboratoire. Même l'amateur exigeant s'amusera. Bien, si je l'allume, c'est logique de le faire. Vous verrez des chiffres bleus de 5 segments faciles à lire et bien visibles. La sortie de tension est CV ici, V de tension. Rien ne sort encore car je dois d'abord activer la sortie de tension. Bien, elle indique maintenant 15 volts. Je peux la régler de façon continue depuis 0 volts jusqu'à la sortie maximale de 30 volts ou presque 30 volts qui apparaissent. Je peux aussi descendre à 3,4 volts. C'est la plage que je peux régler. Si je souhaite régler la tension avec exactitude sur 10 volts, je dispose ici d'un régulateur fin. Il est beaucoup plus précis que l'autre sélecteur rotatif que je viens d'utiliser. Celui-ci me permet de régler avec précision par incrément de 0,1 volts. Bien. Cela a été la constante de la tension une fois. Celle-ci reste stable avec une charge différente. Elle la corrige parfaitement, de même que la composante de bruit et d'autres paramètres. Tout cela se trouve dans la fiche technique, puisque cela change selon la variation de tension et de courante. Parlons maintenant du courant. J'ai dit avant que 30 volts et le courant sont 5 ampères. C'est ce que nous allons voir. Je vais torturer cette pièce, puisqu'elle n'indique aucun courant lorsqu'il ne circule pas. Je vais faire un court-circuit. Nous pouvons voir maintenant ici 670 mA. Si je tourne maintenant le bouton du courant, vous verrez alors comme il augmente jusqu'à 5,1 ampères. Bien, nous allons le baisser et ne pas le torturer autant, sinon les câbles chauffent. Bien entendu, nous ne voyons aucune tension. Pourquoi? Parce que la chute de tension et le courant qui circule là fait chuter la tension. Parce que sinon, la puissance tendrait à l'infini. D'un côté, cet appareil ne le fait pas, le transformateur n'y parvient pas. De l'autre, cela n'a pas de sens. Les circuits des appareils avec lesquels je travaille, je veux les protéger. C'est pour ça que j'ai un limiteur de courant. Une fois que j'ai atteint le courant nominal, je baisse alors la tension jusqu'à ce que le courant ne soit pas dépassé. Si je l'ouvre, je récupère la tension nominale. Par conséquent, c'est un appareil standard pour les laboratoires et les amateurs. Cet appareil n'était qu'un rêve il y a 30 ans. Et avec des bons résultats. Il est léger, relativement léger. Il ne pèse pas lourd. C'est un appareil linéaire. Cela veut dire que ce n'est pas un adaptateur réseau. C'est-à-dire que vous pouvez l'utiliser dans des domaines où il y a des problèmes de haute fréquence et où les adaptateurs réseau ont des problèmes car ils émettent des harmoniques et cela n'est pas bon dans la bande de radio. Dans la plage de haute fréquence, il est très silencieux. Bien. Le LPS 1305 de PCE est un bon appareil. Bonjour, j'ai mis sur la table un poids lourd de PCE, le LPS 4305. Poids lourd car il pèse lourd, mais surtout pour sa puissance, il fonctionne avec le poids. Si je dis que c'est une source d'alimentation, en fait,
Ce n'est pas correct. Ce n'est pas une, ni deux, ni trois, ni quatre, mais c'est comme s'il y avait 5 sources d'alimentation. Pourquoi? Commençons par parler des connexions en dessous. Si nous regardons en dessous, il est indiqué ici que c'est le canal 4. Il met de 8 à 15 volts et 1 ampère. C'est la première fonction de la source d'alimentation. Nous avons ensuite un USB de 5 volts et 2 ampères. Il me permet de connecter directement de source USB. Nous avons ensuite le canal 2 de 0 à 30 volts et de 0 à 5 ampères, le troisième. Continuons. Nous avons ici le canal 1 qui fait la même chose que le canal 2, 0 à 30 volts et 0 à 5 ampères. Et ici le canal 3. C'est la 5e source d'alimentation ou fonctionnalité. De 3 à 6 volts et même jusqu'à 6,5 volts et 3 ampères. Bien, cela me permet d'obtenir 5 tensions différentes. Parmi celles-ci, je peux en régler 4 individuellement dans des différentes plages, courant et tension. Voyons ça. Ce que vous voyez ici est l'écran. Il a un aspect drôle et semble fragile. C'est trompeur. L'écran est si brillant que la caméra ne le perçoit pas bien et il semble diffus. Je ne sais pas. Je veux demander au caméraman. Est-ce qu'on peut assombrir un peu pour que les spectateurs puissent apprécier la façon dont on voit réellement l'écran? La caméra fait maintenant bien la mise au point. La caméra ne perçoit pas correctement ce bleu intense. C'est un écran très brillant et très net. Merci beaucoup. Bien, nous sommes revenus aux conditions normales. Continuons. Nous avons ici la possibilité de régler la tension. Vous pouvez voir comme elle change en eau. Et là, c'est le limiteur de courant. Il ne varie pas parce que nous ne sortons pas de courant. Il n'indique donc rien. Nous trouvons exactement la même chose de l'autre côté. Évidemment, cela se voit de ce côté-ci. Ici, je peux donc, juste ici, peut-être avez-vous du mal à le voir, je peux commuter. Je n'ai aucune indication, c'est pourquoi j'active la sortie. Maintenant, il indique que je peux maintenant prendre le canal 4 que j'ai montré avant et le régler séparément des autres canaux. Je règle ici ma tension dans la sortie du canal 4. Si je vais en arrière, je vois une autre valeur qui correspond au canal 2 et qui reste présente. La fonction de l'autre côté est exactement la même sauf qu'avec d'autres sorties. Mais ce n'est pas tout. J'ai mes 5 volts et 2 sorties de tension inférieure et j'ai 2 hauteurs, le tout de façon indépendante. Mais qu'est-ce qui se passe quand je dis « cet appareil ne fonctionne que jusqu'à 30 volts nominaux », en réalité jusqu'à 32 ou 31, quelque chose. Mais voilà que j'ai des appareils qui ont besoin de 40, 45 ou 50 volts. Les fabricants ont aussi pensé à cela. J'ai la possibilité de faire de façon interne avec cet appareil ce que je fais normalement avec 2 sources d'alimentation lorsque je les connecte en série. J'ai la possibilité, en appuyant sur ces boutons blancs, de commuter. Maintenant, de façon synchronisée, les 2 sources d'alimentation principales changent la tension. Si je tourne maintenant ce bouton, vous pouvez voir comme elle change de valeur. Ce mode s'appelle Mode Tracking parce que le canal 2 suit le canal 1. Si je les connecte ici, ce que je veux faire maintenant, le 2 sur plus et le 1 sur moins, elles sont déjà connectées en série. Eh bien, maintenant, les 2 tensions seront connectées par ici en série, c'est-à-dire elles seront ajoutées. Bien, observons maintenant la chose suivante. Nous voyons 35 avec, je veux dire 32,52 volts. J'accède maintenant à mon sélecteur rotatif et j'augmente. Vous pouvez voir comme j'obtiens des tensions qui ne s'obtiennent normalement qu'avec une source d'alimentation normale, grâce à la somme des 2. Bien. Enlevons cela.
Nous avons maintenant la possibilité de connecter en série les deux sources principales et de doubler la sortie de tension. Il n'est pas nécessaire de tourner les deux boutons. J'en tourne qu'un. Et grâce au mode Tracking, les deux sources se règlent sur la même valeur. Mais j'ai une possibilité de plus. J'ai la possibilité de connecter les deux en parallèle. Vous pouvez aussi le faire avec des batteries et des adaptateurs réseau conventionnels ainsi que des adaptateurs réseau. Cela fonctionne aussi de manière interne. Les deux parties principales se connectent ici en parallèle. Ma sortie de courant n'est plus 5 ampères. Maintenant, je dispose de 10 ampères. Bon, c'est quelque chose de simple et d'utile pour des appareils ayant une puissance élevée et une haute tension. Ce que je veux dire, c'est que cet appareil peut couvrir tellement de domaines d'utilisation que je crois qu'il peut tout faire. Une fois connectés en parallèle ou en série les pièces ou sources internes, je peux alors aussi commuter les deux autres canaux qui sont indépendants. Vous pouvez aussi les visualiser. Bien, un appareil, j'oserais dire excellent, avec lequel je peux travailler simultanément avec 5 courants et tensions différentes. Sur ma table de travail, j'ai beaucoup d'appareils de plus anciens aux plus récents. PCE a trouvé une précieuse solution avec ce LPS 4305. Cette source d'alimentation est aussi linéaire. Elle est aussi protégée contre la haute fréquence. Elle n'émet pas de rayonnement parasite comme cela arrive avec les adaptateurs réseau. C'est pourquoi elle peut être utilisée dans les postes de radio. J'ai posé sur ma table le PCE PPS 3305 de la marque PCE. Nous parlons d'un power supply, c'est-à-dire d'une source d'alimentation programmable. Une source d'alimentation particulière puisqu'elle fait plus que de fournir du courant avec une tension et un courant constant. D'un côté, elle comprend 3 appareils différents et indépendants les uns des autres. De l'autre, elle peut régler et programmer les 2 parties principales. Vous pouvez activer une sortie au moyen d'une minuterie. Vous pouvez régler différentes tensions et valeurs. Vous pouvez générer des espèces d'ondes un peu carrées et d'autres choses. Vous pouvez enregistrer tout ça dans l'appareil. Lorsque vous l'éteignez, cela reste sauvegardé et vous pouvez ensuite le récupérer. Comme cela est abstrait, je vais vous montrer comment il fonctionne. Il y a un joli écran, facile à lire, qui permet de voir les paramètres qui sont actuellement réglés. Nous pouvons voir dans les lignes supérieures de gauche à droite, d'abord le canal 1 qui a 31,1 volts et qui a une fréquence de courant de 5,2 ampères réglée. Voici les valeurs limites. Il donne un peu plus de 30 volts et plus de 5 ampères. Le canal 2 est identique, mais le canal 3 est un peu différent puisqu'il a 5 volts. Mais je peux commuter le canal 3 si je trouve le bouton par ici. Regardez ici. Là, oh non, j'appuie ici. Nous avons maintenant une tension de sortie constante de 2,5 volts, 3,3 volts et maintenant à nouveau 5 volts. Cela veut dire que ce canal-là en bas avec ses connecteurs, je peux le régler avec 3 tensions de sortie différentes et il me fournit 3 ampères. À côté, nous pouvons observer les connexions. Voici le canal 2 et à côté le canal 1. Et ici, nous avons la masse. Cela veut dire 2 sorties pour la source principale. Je peux maintenant les régler. Observez. J'ai la possibilité, là, au non, d'aller une fois au canal 1. Je l'allume, comme ça. J'appuie alors sur cette touche de fonction pour mettre sur tension.
Maintenant, j'ai la possibilité de modifier la tension par intervalle de 0,1 volts. Or, je peux aussi aller sur un autre décimal. Par exemple, ici, ou aller sur le point de 1 mV et le modifier de cette façon. Et si je souhaite régler des façons épaisses, je vais sur le décimal de 1 volt et je modifie. Il en va de même si j'appuie maintenant sur la touche courant. Ici aussi, j'ai la possibilité de le modifier. Bien, une fois que je le règle en fonction de mes besoins, travaux ou tâches, alors je peux allumer le canal ici. Maintenant, les valeurs que j'ai réglées qui sont ici en haut, les valeurs nominales, sont enregistrées en bas. On ne les lit pas bien. C'est la valeur réelle, mais je peux changer son aspect. Si j'appuie maintenant ici, alors j'obtiens un écran plus grand et net que je peux lire de loin. Il m'indique en grande taille les réglages effectués. Il m'indique aussi le courant qui circule au cas où que j'aurai un appareil connecté. Simultanément, la multiplication, c'est-à-dire la puissance en watts, je peux visualiser cet écran aussi comme ça. Toujours selon la façon dont on réussit ou à laquelle nous sommes habitués à lire les valeurs. Le canal 2 est exactement pareil. Nous avons vu avec le canal 3 que nous pouvons changer la tension, ce qui est plus que suffisant. Là, en bas, j'ai aussi la possibilité de OVP, c'est-à-dire de régler la surcharge. La tension, c'est-à-dire lorsqu'il y a une surtension et surintensité. Ce sont des autres fonctions. Precaire. Peut-être connaissez-vous ce nom d'autres appareils. Il signifie que le contrôleur commute les deux canaux en parallèle. Cela signifie qu'avec le même bouton rotatif, je réussis à augmenter et réduire la tension et le courant dans les deux. Et c'est aussi utile lorsque je passe au mode en série. Nous l'avons ici. Au mode de fonctionnement en série, les deux sorties se connectent en série. Je peux alors prendre la tension d'ici à ici, c'est-à-dire la somme des deux canaux. Mais ceux-ci sont toujours identiques, simplement l'écran multiplie par 2 et il n'est pas nécessaire de calculer quoi que ce soit. Et il est en de même pour la connexion de courant en parallèle. Nous pouvons sortir d'ici non seulement 5,2 ampères, mais aussi 10,4 ampères. Par conséquent, un appareil qui se manipule non seulement au moyen d'un sélecteur rotatif, mais dont je peux aussi saisir la tension et le courant au moyen du clavier. J'ai donc le choix. C'est une question de préférence. Certains utilisent toujours le sélecteur rotatif, mais j'ai un appareil dont j'utilise le clavier depuis des années. J'ai aussi la possibilité ici de régler différents paramètres. Vous avez certainement remarqué qu'il y a à droite une adresse IP. Cet appareil est livré avec un logiciel. Il utilise un réseau. Cela veut dire que vous pouvez le contrôler depuis un ordinateur ou bien via le réseau ou via USB. Vous pouvez le contrôler complètement à distance et j'ai bien entendu un affichage à distance. Si je l'ai installé au sous-sol et que je suis assis dans mon bureau, je peux le contrôler d'ici. C'est ce que nous avons ici. Nous trouvons aussi d'autres choses. J'ai aussi la fonction de minuterie. Je peux régler les paramètres de l'appareil, les sauvegarder dans différentes positions de mémoire, les récupérer et les activer. Un processus qui indique la forme de l'onde de façon graphique selon ce que nous avons réglé et ce que nous voulons voir. Il existe des tests où la tension et le courant sont constamment augmentés et diminués et que je peux sauvegarder et visualiser. Comme vous voyez, il est maniable, petit, avec une présentation claire. J'ai aussi la possibilité de revoir ce que je sors, autrement dit, de visualiser les sorties. Cela veut dire, ce n'est pas vraiment un oscilloscope parce qu'il ne le fait pas de la façon qu'on connaît,
Mais j'ai quand même un écran d'affichage qui trace de façon graphique les valeurs sur l'axe temporel, ce qui me permet de voir ensuite ce qui s'est passé. Si un appareil provoque un court-circuit ou quelque chose de similaire, je pourrais maintenant voir précisément quand et où quelque chose est arrivé et prendre les mesures correspondantes. Bien, nous parlons d'un appareil que l'on peut utiliser comme source d'alimentation normale de laboratoire de grande qualité avec 3 sorties. D'un côté, avec 3 tensions fixes commutables, et 2 autres qui vont jusqu'à 30 volts et 5,2 ampères et que vous pouvez connecter en parallèle et en série. Je peux le régler à l'aide du sélecteur rotatif de toujours ou régler les valeurs au moyen du clavier. Je peux aussi mémoriser des processus concrets comme la sortie des valeurs de tension et valeurs de courant. Je peux récupérer ces données et les voir de façon graphique. Bien, une source d'alimentation qui va plus loin que les autres. La connexion supplémentaire de réseau ou USB pour des connexions courtes ou encore le réseau local offre d'autres avantages. Vous n'avez pas besoin d'être à côté de l'appareil lorsqu'il se trouve à une certaine distance dans le champ de test et que je dois le visualiser et le contrôler depuis un autre endroit. Bien. En résumé, le PCE PPS 3305 de la marque PCE est une source d'alimentation puissante qui vous permet de réaliser n'importe quelle tâche avec cet appareil. 3 sources d'alimentation l'une à côté de l'autre. Commençons par la plus petite pour des tâches simples mais qui requièrent une grande stabilité et une sortie de tension précise et un limiteur de courant et avec une faible composante de bruit dans la sortie de tension. De la marque PCE, le LPS 1305. Il a 30 volts et une sortie de courant de 5 ampères. Pour celui qui veut quelque chose de plus grand, nous avons ici une source d'alimentation quintuple. 2 sources principales, 2 auxiliaires et une avec une tension fixe de 5 volts. Les sources principales donnent 30 volts chacune et bien sûr un peu plus et 5 ampères. Elles peuvent se connecter en parallèle et en série, c'est-à-dire il obtient plus de 60 volts et 10 ampères. Il a aussi une sortie de tension très stable, il est très puissant. Le dernier est un appareil de nouvelle génération. Il a un clavier numérique. Vous pouvez régler à l'aide du sélecteur rotatif la tension, le courant, etc. Il a un limitateur de courant. Il indique aussi la puissance et possède différents modes d'affichage. L'appareil peut se connecter de façon interne, en parallèle et en série pour obtenir le double de tension et le double de courant jusqu'à 10,4 ampères. En même temps, vous pouvez le connecter au réseau local ou l'utiliser à l'aide de l'USB d'un ordinateur pour vous en servir totalement à distance. 3 appareils que je suis sûr que tous les laboratoires aimeraient avoir. Et pour un amateur, cet appareil est amplement suffisant. En effet, ce que je peux faire dans un laboratoire avec cet appareil devrait suffire à un amateur. Découvrez et commandez nos instruments de mesure sur notre site www.pce-instrument.com.